Pascal Bonnefille, Nordine Hachemi. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien de Groupama Immobilier. Nordine Hachemi, le président de Kaufmann & Broad, 3e ou 4e promoteur français, allez, ne chipouillons pas que vous êtes, est un homme que je qualifierais de plutôt discret, à la réputation pourtant solidement établie de sérieux et d'efficacité. Vous n'êtes pas un homme du sérail immobilier et donc, comme on peut dire, un professionnel de la profession, puisqu'au fond, vous n'avez pas toujours fait de l'immobilier, et donc nous allons découvrir, si vous le voulez bien, votre parcours, vos passions, vos intérêts avant l'immobilier et même après. Et donc, cette conversation est un moyen de, je l'espère, mieux vous connaître. Alors, moi, je regarde toujours mes fiches, vous savez, en journaliste un peu à l'ancienne, et je vois que vous êtes né le 15 mars 1961 à Juvisy-sur-Orge. Alors, ça commence où, Juvisy Juvisy-sur-Orge, c'est dans l'Essonne, oui. Et c'est le long de la voie de chemin de fer qui va de la gare d'Austerlitz et qui suit l'Essonne, la Seine, pardon. Nous, on se positionnait toujours en temps de trajet par rapport à la gare d'Austerlitz. Donc, ce qui est toujours un signe, ça. Voilà. Et alors, c'est combien de temps? Alors, Juvisy-sur-Orge, j'avais des trains directs. Donc ça, c'était quelque chose. Mais moi, j'habitais pas à Juvisy-sur-Orge. Je suis né à Juvisy-sur-Orge. Il y a une autre personne qui est née à Juvisy-sur-Orge, qui a eu le prix Nobel de physique, de biologie, il y a pas très longtemps, sur les ciseaux, je crois, moléculaires. Donc, il y a eu quand même des personnes... il y a des personnalités très haut niveau, mais dont vous. Alors, c'est quoi la famille Hachemi? Vous êtes le fils d'un conducteur de travaux, je crois. Oui. Alors, mon père était algérien, conducteur de travaux. Ma maman, bourguignonne, donc pas du tout les mêmes origines. Elle était secrétaire. Elle est à la retraite. Mon père est décédé maintenant. Et il travaillait, mon père, sur des chantiers plutôt de gazoducs. Donc, il faisait des grands projets. Pas d'immobilier, mais plutôt des grands travaux. Publics, ouais, des travaux publics. Et donc, ça vous fascinait, étant enfant ou... Moi, ce qui me fascine, j'adorais. Alors, nos vacances, on allait rejoindre sur ces chantiers. De temps en temps, il y avait des endroits qui étaient très sympas. Il y en a de temps en temps un peu moins bien. Le gazoduc n'est pas toujours formidable. Alors, si, il y a eu un très très beau chantier qui n'était pas du gaz, qui était je me rappelle encore, les conduites forcées pour alimenter un barrage dans la vallée de l'Ubaye. Alors là, c'est les meilleures vacances. Très bel endroit, ça, la vallée de Haute-Provence. Ah oui, un des plus beaux endroits de France. Voilà. On le signale à nos auditeurs en leur disant allez-y, parce que c'est très très beau. Voilà. Donc là, ça avait été un très très beau chantier pour nos vacances. Puis après, il y en avait eu des moins amusants, mais c'était assez fascinant de voir. Par exemple, là, ils amenaient les tuyaux par hélicoptère, où il y avait des immenses chantiers où on posait donc ces tuyaux. C'était des chantiers assez fascinants. Donc oui, ça m'a donné le goût de la construction et du voyage. Et dans ces années 70, alors c'est la mode aujourd'hui d'en parler, je pense qu'à l'époque on n'en parlait pas beaucoup, mais être le fils d'un homme qui est algérien d'origine, qui est devenu français, j'imagine, ensuite, je ne sais pas. Non, il est resté algérien. Il est resté algérien et d'une française. Et comment ça se passait au lycée, à l'école? Est-ce que ça se passait bien? Écoutez, je me suis jamais encombré avec ça. Et je pense que c'est bien longtemps après que j'ai pu interpréter des réactions à mon égard liées à ça. Mais je me suis jamais encombré avec ça. J'ai eu la chance d'avoir une éducation qui était où on considérait qu'on était responsable de tout, que ce soit nos réussites ou nos échecs. Et donc, il n'était pas question pour moi de mettre mes échecs sur le dos. Ah oui, j'ai pas de chance. Voilà. Parce que, oui. Et donc, je me suis jamais encombré avec ça. Et à partir du moment, vous savez, la discrimination, ça se fait à deux. Il y a la discrimination qu'on subit, et puis il y a aussi l'autodiscrimination. Et déjà, quand on arrive, et où on se met soi-même en position de, quand on arrive déjà à éliminer ça, on a supprimé la moitié du problème. Donc vous étiez un sage, parce que moi je suis un homme de la même génération que vous, et moi je n'avais pas ce sujet, mais je m'appelais Bonnefille, vous voyez, et dans les cours de récréation, Bonnefille, c'était pas facile à porter. Donc je me dis, Nordine Hachemi ou Hachemi Nordine, dite par la maîtresse d'école, peut-être qu'il y avait des petits copains qui pouvaient brocarder. Non, pas tant que ça. Non, parce et en tout cas, vous l'avez pas remarqué. Je l'ai pas suivi, voilà. Et puis j'ai eu la chance certainement de tomber à la fois sur l'école de la République fonctionnait bien de toute façon, donc il y avait pas de souci de ce point de vue-là. Les enseignants
que ce soit en primaire ou au lycée, m'ont au contraire toujours encouragé à poursuivre mes études, m'ont toujours soutenu. J'avais des parents qui étaient très clairs sur le respect des institutions et, comme je le disais tout à l'heure, la responsabilisation. À partir de là, je me suis pas rendu compte que j'avais éventuellement un handicap. Non, on parle pas de handicap, mais on parle de particularité, ce qui n'est pas particularité. Et au contraire, je pense que la particularité peut au contraire être un atout considérable. Et donc, parlons de vos études. Donc, les études, elles sont à Athis-Mons, si mes fiches sont exactes. Je suis allé au lycée, donc d'abord au collège à Athis-Mons, puis il y avait un lycée, je voulais faire des études d'ingénieur. Un lycée européen, c'est Robert Schuman. Voilà, alors qui n'était pas encore européen à l'époque. mais Robert Schuman l'était, lui. Robert Schuman l'était. Voilà. Non, mais après, il est devenu effectivement identifié dans les lycées soutenus par la suite. D'accord. Et là, j'ai passé un bac E, qui était le bac C, mais au lieu d'avoir de la biologie, on faisait du dessin industriel, de l'atelier, genre de choses. Donc, vous aimiez les maths quand même? Oui, maths physique, c'était ce que j'aimais bien. Ouais. Et vous voici ingénieur. Alors, vous faites une école qui, moi, me fascine parce que son titre est sublime, École nationale supérieure du pétrole et des moteurs. C'est moins à la mode maintenant. Oui, à l'époque, c'était dans les années 80, fin des années 70. Oui, je crois que ça ne s'appelle plus, parce que pétrole et moteur aujourd'hui, ça fait pas très green, voilà. Et donc, on a fait du greenwashing et ça s'appelle plus pétrole et moteur. Mais à l'époque, ça s'appelle pétrole et moteur. Oui. Pourquoi vous faites cette école? Parce que j'avais pris ce goût du voyage, j'ai envie de voyager. À Athis-Mons, on voit les avions décoller de la piste d'Orly, donc ça donne envie de prendre l'avion. Oui. C'est l'époque où on va encore à Orly, vous regardez les avions sur qui la décollent. Grande Terrasse, voilà. Exactement. C'est ce qu'on faisait aussi. Oui. Et il n'y avait pas de contrôle de sécurité comme maintenant. On marchait pratiquement avec les passagers qui allaient embarquer et on allait les voir décoller. Et puis j'ai eu cette envie de voyager et je me disais, le meilleur. Alors, j'aimais aussi beaucoup la mer, donc je voulais travailler dans l'exploration pétrolière. Offshore. C'était ça ce que je m'étais mis en tête. Et donc. Ce que vous n'avez pas fait? Si, parce que après on va en parler. Mon premier stage de longue durée, je l'ai fait sur des bateaux d'exploration en mer de Barents. Voilà. Donc vous faites cette école pendant 3 ans, 2 ans? Oui, alors j'ai d'abord fait l'Institut de physique du Globe de Strasbourg, qui est une école d'ingénieurs en géophysique, et l'école d'application en dernière année se faisant avec le NSPM. D'accord, donc vous êtes diplômé. Alors, à la sortie de cette école, j'imagine que donc il y a des stages dont vous venez de nous parler, mais il y a ensuite des choix professionnels. Où aller, dans quel secteur choisir? Alors est-ce que vous avez fait un choix? Est-ce qu'il y a eu un hasard? Comment ça s'est passé? Déjà, je voulais partir comme il fallait que je fasse mon service, mais moi à l'époque il y avait le service national. Très jeune, comme vous le savez. Moi j'ai été un de ces héros de l'intérieur également, donc voilà. Et donc je suis parti comme VSNE à Jakarta. D'accord. Alors, donc plutôt héros de l'extérieur, en l'occurrence. Voilà, j'ai eu la chance de partir à l'étranger. Oui. Et là, je travaillais dans le secteur parapétrolier, donc quand même lié à mes études, qui consistaient, au départ, c'était d'expérimenter un système de pompage qu'on appelait diphasique. Alors, sans rentrer dans les détails, ça permettait de pomper un mélange de gaz et d'huile en même temps. Alors, juste pour l'anecdote, l'essentiel du travail des plateformes qu'on voit en mer, ça consiste à séparer le gaz de l'huile pour pouvoir transporter l'huile dans des tuyaux, et le gaz, on en fait ce qu'on peut. Souvent, on le brûlait à l'époque. Et donc, on m'avait envoyé pour travailler sur ce prototype qui n'a pas fonctionné du tout. Et donc, au bout de quelques mois, j'étais là-bas, et donc on m'a dit, t'as qu'à vendre des pompes. Donc, j'ai vendu des pompes. Des pompes, pas des chaussures. Des pompes, hein. J'avais compris. Voilà. Non, mais souvent, quand je dis ça, on ne pense pas aux pompes. Oui. Donc, j'ai vendu des pompes pour l'assainissement, des toutes petites pompes vide-cave, etc. Et j'ai découvert le goût du commerce à ce moment-là. D'accord. Et donc, revenant de votre service, il faut quand même bien prendre une décision. Et là, quel est votre choix professionnel? Alors là, je rentre en France, et à ce moment-là, alors j'avais rencontré le père d'un ami à Jakarta, et alors là, j'ai été recruté par Schlumberger, qui voulait m'envoyer au Koweït. Ça m'emballait pas trop, et j'ai d'abord travaillé quelque temps dans une structure qui s'appelait Cilia, qui est un copain
qui avait monté, qui était très innovant puisque c'était sur l'intelligence artificielle à l'époque. Ah oui, et là, je faisais la partie développement, mais plutôt commercial et un peu de programmation. Et puis, en fait, j'ai été appelé pour prendre la direction d'une filiale de la Caisse des dépôts et développement, qui était un GIE autour des autoroutes à Hong Kong. Et je me suis retrouvé à Hong Kong. Donc là, je suis rentré en 87 et à Hong Kong, j'y étais en 88. Voilà. C'est ça. Donc là, vous faites quand même ce que vous voulez, c'est-à-dire vous êtes en dehors de la France. Oui. Mais à Hong Kong, qu'est-ce qu'on fait dans cette très grande métropole inouïe quand même, déjà en 88? Oui, alors la ville était assez exceptionnelle et puis, c'était comme en Indonésie, je me suis retrouvé à nouveau tout seul là-bas. Et là, c'était pour un autre sujet, puisque je devais travailler sur des projets d'autoroute. Donc, vous voyez, on passe des pompes aux autoroutes. Là, je m'éloigne de plus en plus du pétrole. Mais oui, là, l'autoroute, ça n'a plus beaucoup de rapport. Oui, c'est ça. Il y avait la continuité avec le voyage. Certes. Voilà. Et puis, j'ai travaillé avec un entrepreneur assez exceptionnel qui avait fait une autoroute entre Shenzhen et Canton à l'époque. Alors, faut voir que ça faisait 120 km entre les deux. Les camions mettaient à peu près 12 heures pour faire les 120 km parce que c'était totalement, des pistes, des toutes petites routes. C'était 6 heures par voiture. Et puis, c'était Deng Xiaoping, encore une fois, ça nous rajeunit pas, mais qui commençait l'ouverture et qui avait fait cette zone d'économie spéciale. Et cet entrepreneur visionnaire, Gordon Wu, dit, moi, je vais faire une concession d'autoroute entre Canton et Shenzhen, donc à la frontière de Hong Kong, de 120 km. Et là, on avait ce GIE de la Caisse des dépôts et développement qui a accompagné par des études, du conseil. Et puis, j'avais aussi une filiale que je représentais qui s'appelait Jean Muller International. C'était le groupe Aegis, ça s'appelait Cetoroute à l'époque, où là, j'ai fait des ponts à Taïwan, ce genre de choses. Donc, c'était plutôt de l'ingénierie. De l'ingénierie dans cette Asie qui est en plein boom à l'époque. Enfin, elle l'est encore, mais là, on est vraiment aux prémices de ce qui va être le grand développement chinois. Enfin, là, vous vivez ce moment-là en direct. Moi, j'ai marché à Pudong, là, qui est le sorte de Manhattan maintenant. C'était un marais, puisqu'on avait été consulté pour faire justement le pont qui allait relier entre la rive à cette sorte d'île. Alors, après 4 ans à Hong Kong, c'est ça, oui. Vous restez, votre vie professionnelle change. Alors là, je me suis dit qu'il fallait que je me concentre un peu sur un sujet. Oui. Et là, comme je savais pas lequel, j'ai décidé de rentrer en France. D'abord, je voulais pas devenir expatrié professionnel. Et oui, parce que ça, c'est un peu le risque, il me semble. J'ai vu pas mal de... plaît facilement. Et oui, c'est agréable. La vie est souvent facile. Mais ce que j'en voyais me donnait pas envie. Donc, je me suis dit, il faut que je rentre en France. Et là, j'ai fait l'INSEAD. J'ai fait un MBA, puisque j'avais finalement fait... un peu du business, du développement sans avoir de formation, de culture vraiment très poussée. Et là, l'ingénieur se transforme un peu en manager quand même, parce que c'est... Et là, j'ai fait ce MBA pendant 1 an à l'INSEAD, et à la sortie de l'INSEAD, j'étais recruté par Bouygues. C'est ça. Et là, pendant plusieurs années, vous allez être dans plusieurs des filiales du groupe. Alors, dites-nous un mot sur... J'avais été recruté pour faire ce qu'on appelle des concessions. Donc, je faisais des grands projets à l'international. On retrouve quand même votre appétence oui, là, il y a un peu de continuité. Oui. En fait, ils m'avaient recruté justement parce qu'ils m'avaient vu travailler à Hong Kong où ils étaient très présents. Et donc, là, je faisais des projets qu'on appelait des BOT, c'est-à-dire on finançait, on construisait, on exploitait en concession des autoroutes, des aéroports, des ports. J'ai gagné un appel d'offres à Rostock, qui était le premier tunnel à péage en Allemagne. Et donc, ça, c'était mon premier projet. Après, j'ai monté une opération entre Johannesburg et Maputo d'autoroute à péage, dans laquelle, toujours pareil, on construisait, on exploitait, et puis... Là, on sent déjà aussi un tout petit lien très lointain avec l'immobilier, parce que quand même, c'est du montage d'opérations, il faut quand même, j'imagine, moi je suis pas spécialiste des autoroutes ni des ponts, mais j'imagine qu'il doit y avoir quand même un peu de rapport quand même entre ces deux. C'est très proche. Oui, c'est ça. En fait, c'est très proche parce que à partir de là, je revendique une certaine continuité, si vous me permettez. Même si l'autoroute est encore un peu... Non, mais l'idée, c'est à peu près la même démarche. C'est-à-dire que
c'est d'abord des décisions politiques. Je me rappelle, j'avais un patron à l'époque qui disait il y a 3 facteurs de succès dans ces projets, c'est la volonté politique et la volonté politique. On va retrouver ça sur nos permis, on va retrouver ça dans notre métier. Ce sont des projets qui doivent avoir une dimension politique, économique et technique. Et ça ne peut pas avancer si les 3 composantes ne sont pas à un moment donné alignées. Et peut-être aujourd'hui social ou environnementalo-social, on dira aujourd'hui. C'est vrai que ce qui à l'époque était sans doute moins, surtout en Asie, moins important, mais qui aujourd'hui mais la dimension sociale, neutre. Par exemple, si je prends l'exemple de mon projet d'autoroute, mon projet Johannesburg et Maputo, c'était juste à la fin de l'apartheid en fait. Et à un moment donné, on reprenait de l'existant en Afrique du Sud et puis on construisait côté Mozambique en mettant des gares à péage là où c'était déjà construit. Donc, et avec cet argent, on arrivait à financer la suite. Mais pour que ce soit acceptable, il fallait faire quelque chose. Et notamment, on avait travaillé sur tout un réseau le long de l'autoroute. Vous savez que le sida était un très gros problème à l'époque, enfin toujours à l'époque, mais et le sida était beaucoup transmis par les chauffeurs de poids lourds et il fallait des zones d'accueil pour eux. Et donc, on avait construit tout un réseau le long de l'autoroute, un peu de dispensaires qui permettaient aux hommes et aux femmes de venir se faire tester, dépister, etc., etc. Donc, cette dimension dans ces projets sociaux, elle existe toujours. Bien sûr. Alors maintenant, elle est plus exprimée, elle est plus affirmée, mais vous pouvez pas faire ces projets sans tenir compte des contraintes. Et finalement, c'est très très proche de ce qu'on fait dans l'immobilier ou de ce qu'on doit faire dans l'immobilier. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien de Groupama Immobilier. Donc c'est ça que vous avez retenu au fond. Enfin, alors, qu'est-ce que vous retenez, vous, dans le bonheur de construire quand même? Parce que j'imagine que quand on arrive à faire son autoroute, il y a quand même une certaine satisfaction. C'est un peu comme quand on arrive à mettre à jour un grand projet immobilier, non? Il y a une part de... Oui, il y a le côté utile. Oui. Le côté utile, alors c'est pour ça d'ailleurs que ça crée souvent beaucoup de frustration. C'est que bien sûr. Vous êtes attaqué. Ça fait partie du jeu. Voilà. Alors que à la fin, les logements qu'on construit, les routes qu'on construit, elles sont utilisées. Les logements sont habités. C'est quand même, ça rend un service très important et surtout des services fondamentaux. Et donc moi, ce que j'aime bien, c'est cette mise en musique, c'est cette et surtout quand on n'est plus en première ligne, c'est de voir cette passion. C'est le fonctionnement en projet. C'est passionnant de voir ces femmes et ces hommes qui s'approprient à un moment donné un projet, un objectif, et puis qui le font avancer. Et humainement, c'est passionnant à voir. Et donc, au fur et à mesure du temps, vous prenez des fonctions de manager de plus en plus importantes. Donc, on décrit les quelques postes que vous avez obtenus, enfin, occupés plutôt. Donc, j'ai dirigé ces projets internationaux. Puis après, classiquement chez Bouygues, on m'a donné une première filiale à diriger, Stero, qui faisait des stations d'épuration et des usines d'eau potable, une société d'ingénierie qui se portait pas très bien, que j'ai redressé. Après, à l'époque, Bouygues avait donc plusieurs divisions. Il y avait la construction, les télécoms, routes, et il y avait une division qui s'appelait SOR, qui était les services à l'environnement. Et Stero étant une filiale, et on m'a donné après Stero, on m'a confié l'activité internationale de SOR. Oui. Et puis après, je me suis retrouvé à diriger SOR et en être le président. C'est ça, vous avez été le président de SOR. Et après SOR, il y a un nouveau changement un peu à votre carrière, à votre parcours. Oui. Pourquoi ? Alors, en fait, SOR, il y a eu un LBO, c'est-à-dire que Bouygues, on avait vendu l'Angleterre et puis on s'était dit que ça n'avait pas de raison vraiment de rester chez Bouygues. Et donc, il y a eu un LBO et SOR a été racheté par PAI. Et là, le fonds d'investissement a souhaité que l'équipe reste. Donc, on est resté, on a fait ce LBO. Ça a été revendu à nouveau à des niveaux de valorisation qui me convenaient pas. Je trouvais que c'était beaucoup trop cher. Et il n'était pas question pour moi, alors que l'ensemble des collaborateurs avaient créé beaucoup de valeur pour les actionnaires. Je voyais pas pourquoi on allait
refaire un tour rechargé avec de la dette, et donc j'adhérais pas à ce projet. Et donc vous n'avez pas adhéré. Non, alors par contre, quand vous êtes dirigeant, vous pouvez pas partir comme ça. Et donc ça m'a pris plus d'1 an avant de pouvoir me libérer. Voilà. Et alors, libre, vous allez où? Alors là, je me retrouve, vous savez, c'est comme dans les groupes de rock. Ah bon? Oui. On dit souvent qu'il y a le premier album qui est réussi, le deuxième qui peut être pas mal, et c'est au troisième, on voit si ça continue ou pas. Donc le premier album, ça allait pas trop mal, jusqu'à ce point-là. Le deuxième, je me suis retrouvé à diriger une société qui s'appelait Séchilienne Sidec, qui était un mélange de 40% un fonds de private equity, 60% société cotée. C'était très, très compliqué à gérer. Je rentrerai pas dans les détails. Oui. Mais il y a eu un gros travail j'allais dire, de mise aux normes, pour parler pudiquement. Et dès que j'ai pu partir, je suis parti. Voilà. Donc là, je suis resté 3 ans, 3 ans et demi. Et en 2013. Et là, ça fera bientôt 10 ans. Voilà. Et on est venu me chercher pour reprendre la direction de Kaufmann. Qui appartenait à PAI, avec qui que j'avais rencontré à l'occasion du LBO de Sort. D'accord. Et donc j'avais alors là pour le coup un actionnaire en qui j'avais confiance, parce qu'on pouvait se dire les choses. Et puis une entreprise magnifique avec des très beaux projets qui demandaient avec des collaborateurs qui demandaient qu'à ouvrir le champ d'action de l'entreprise. Donc ça, c'était un vrai bonheur. Et donc là, vous devenez vraiment un professionnel de la profession, puisque là, vraiment, vous devenez un promoteur. Oui. Je me raccroche. Et donc, qu'est-ce que ça fait de devenir un promoteur? Alors, est-ce que ça change quelque chose, au fond? Au début, je vais vous avouer que l'image que j'avais, il y avait 2 choses. Il y a l'image de la profession et il y a l'image de l'entreprise. Donc j'avais une image très positive de Kaufmann & Broad, qui est une belle marque, et qui faisait. Puis il faut quand même que je vous raconte une anecdote. J'ai acheté en 2007 une maison à Louvciennes. Mon épouse étant américaine, les enfants allaient au lycée international à Saint-Germain. Donc on cherche plutôt en fonction des transports, que ce soit le plus direct possible. Et mon épouse s'appelle Kimberley. Et donc on achète cette maison qui avait été pas mal transformée, agrandie et tout. Il y a de très belles maisons à Louvciennes. Et chez le notaire, alors d'abord je découvre que c'était une maison Kaufmann, mais bon, j'étais pas encore chez Kaufmann. Et puis on donne des noms aux maisons. Et comme c'était les modèles, vraiment les premiers grands modèles américains, la maison s'appelait Kimberley, du même prénom que mon épouse. Et puis 6 ans plus tard, j'ai dirigé l'entreprise. Donc on voit quand même qu'il y avait un peu de préparation. Voilà. Oui, voilà, on a retrouvé le fil. On retrouve le fil. Et donc ce métier de promoteur quand même. Je le percevais mal. Voilà, plutôt, comme beaucoup de gens. En public, j'avais plutôt une image négative. Moi, je suis frappé par ça, sur cette image quand même incroyablement souvent négative encore aujourd'hui, dans le monde politique, mais dans le monde social, partout. C'est un métier au fond qui est encore aujourd'hui, monsieur le promoteur, c'est pas forcément un compliment. Non, parce que alors ça s'explique, mais c'est parce que c'est aussi une responsabilité dans la communication qu'on doit avoir dans la profession. On cristallise toutes les contraintes. Donc par définition, les projets, c'est une succession de consensus et de compromis qui sont faits avec toutes les forces opposées au projet. Et donc on fait beaucoup d'insatisfaits. Par définition. Et du coup, c'est un peu compliqué d'être apprécié par tout le monde. Alors, ce qui est intéressant quand on fait des études comme ça de notoriété, c'est qu'on voit que la profession n'est pas aimée, mais quand vous demandez aux clients, donc, est-ce que vous aimez les promoteurs, pour faire simple? Non. Est-ce que vous aimez votre promoteur? Oui. Donc, c'est sauf ça exception, bien entendu, mais en fait, dans l'ensemble. Oui, c'est-à-dire que on comprend, quand on devient client d'un promoteur, on voit, et l'essentiel des promoteurs faisant bien leur travail, on voit ce que le promoteur a apporté. Donc, il y a une vision de la profession dans son ensemble qui est pas positive. Par contre, on voit tout le travail qui est rendu quand on en devient client. Donc,
Moi, je pense que les promoteurs devraient parler plus des produits et moins d'eux, et certainement que ça devrait aider. Alors, c'est un peu votre cas, parce que, encore une fois, je disais discret en introduction, je crois que c'est assez vrai. Je vous entends pas tous les jours sur toutes les ondes, vous ne donnez pas votre avis en permanence, alors que vous êtes un des grands du secteur. Pourquoi cette forme de discrétion de votre part? D'abord, c'est quand même un métier qui est très structuré, et les produits sont pas en train d'être modifiés tous les mois. Donc moi, je parle effectivement peu, mais je dis à peu près toujours la même chose. C'est un bon moyen d'être entendu, cela dit, parce que ça finit par passer parfois. Il n'y a pas de ministre du logement, notamment. Alors moi, je disais qu'il fallait le supprimer il n'y a pas longtemps. Oui. Donc, bon. J'ai peut-être été écouté, allez savoir. Donc, ce qui fait les contraintes autour du logement sont toujours les mêmes. Ça sert à rien de prendre la parole pour tous les 3 mois donner une solution différente. Les fondamentaux sont les mêmes. On aura toujours besoin de terrain pour construire. On va pas se mettre à révolutionner en construisant hors sol. Les contraintes environnementales sont connues, les contraintes sociales sont connues. Il y a quand même des grands sujets. Il y a les sujets de densification, par exemple, qui sont récurrentes. Et dans une ville comme Paris, on connaît la chanson. Oui, à mon avis, on construit pas assez. Mais tiens, je vous poserai la question tout à l'heure. Il y a quand même des sujets qui sont en plus des sujets complexes, au fond. Tout à fait. Mais les solutions existent. Oui. Quand on parle de densification, même si on arrivait à densifier Paris, c'est pas ça qui va créer énormément de logements par rapport aux besoins en Île-de-France. Par contre, vous avez tout le périurbain qui est pas du tout accompagné, qui n'est pas accompagné en termes de transport en commun, qui n'est pas accompagné en termes d'infrastructure. Quand on rejette la voiture qui vient à Paris, mais pourquoi on vient à Paris? C'est parce que tous les services sont concentrés à Paris, toutes les infrastructures sont concentrées à Paris. Donc, faisons un vrai programme d'aménagement du périurbain. Je ne parle pas d'aller aménager des zones naturelles, mais simplement de densifier certaines zones périurbaines qui sont déjà construites, qui sont déjà considérées selon les normes, parce qu'il y a enfin des normes comme artificialisées. Oui. Travaillons sur ces sujets-là, mais pour ça, il faut y mettre des transports, y mettre des écoles, y mettre des services. Le Grand publics. Paris Express est un début de réponse à cette question. Oui, tout à fait. C'est un sujet. Ceci étant, je considère qu'on surdensifie encore des zones qu'on n'avait pas besoin. Donc, on surinvestit sur des zones qu'on n'avait pas nécessairement besoin, alors que j'aurais aimé qu'on aille plus dans la grande couronne et puis qu'on évite de faire des oasis urbaines avec un surinvestissement sur certains secteurs au détriment de l'existant. Quand vous arrivez chez Kaufmann, est-ce que vous avez quelques objectifs clairs dans votre tête? Quels étaient vos 3 objectifs? J'imagine qu'il ne faut pas en avoir 50, mais est-ce que vous aviez une feuille de route, entre guillemets? Oui, ce que je voulais, c'était d'abord bien revenir sur ce qu'on était, c'est-à-dire rappeler qu'on était des bâtisseurs et parce qu'on peut assez vite tourner en rond autour de la promotion et être des promoteurs pour être promoteurs. Donc, rappeler l'essentiel, c'est qu'on construit des logements. Et je voulais qu'on devienne des généralistes pas que des logements, puisque... Voilà. Et l'autre volet, c'était qu'on devienne des généralistes avec cet ADN de projet, de culture de projet, et que ça aille de l'aménagement, y compris les résidences gérées, l'immobilier d'entreprise, et la logistique. Et donc aujourd'hui, c'est ce qu'on fait, c'est-à-dire absolument tous les projets associés à la construction que ce soit des ouvrages fonctionnels comme de la logistique ou du logement, du résidentiel. Oui, c'est ça. Et à l'époque, la maison est combientième? Parce que je sais bien que ce classement, il vaut ce qu'il vaut, mais elle est quand même plutôt dans les 10e, quelque chose comme ça, non? Non, ça dépend des jours. Enfin, ça dépend des années, soyons plutôt. 2013, oui. On devait faire un tout juste, on faisait 900 millions, 1 milliard. Oui. En bureau, on faisait 40 millions. Ça, c'est un chiffre que j'ai encore en tête. Et on avait un carnet de commandes qui était à peu près le tiers de ce qu'on a aujourd'hui. Ouais, ça fait quand même une grosse différence. Donc, on sent bien que là, il y a eu votre patte. Enfin, ou en tout cas, le développement de la maison. Et comment ça se passe, ce développement? Comment vous avez procédé?
C'est d'abord des équipes. Alors, j'avais la chance d'avoir une bonne partie des équipes qui n'avaient qu'une envie, c'était d'y aller. D'y aller. Donc, j'ai plutôt libéré des ressources que eu besoin vraiment de faire un gros travail de conviction. Et puis après recruter des compétences, puisque par exemple en aménagement on n'avait pas de compétences particulières, on a monté une équipe. Sur la partie résidence gérée aussi, on a eu besoin de faire entrer des compétences. Donc c'était mettre aussi un peu de méthode, un peu de rigueur dans certains domaines. Bon, il y a encore du travail. Il y en a toujours. Mais avec le fond qui était là, qui était une volonté forte. Dans la logistique, on a acheté une société, par exemple, parce que là aussi, c'est des métiers très d'expertise. Mais on avait énormément de répondants parce qu'une grande volonté d'élargir le domaine d'intervention de la société. Voilà. Et on ne se dit pas, au fond, il y a des très très grands dans le secteur. Nous-mêmes, nous sommes un petit peu plus petits que les très grands. Ça va pas être facile. Quels sont quelle est la psychologie face aux très grands? Et le classement, d'ailleurs, a un petit peu évolué depuis 10 ans. Mais les très grands sont pas tous au même niveau. Et vous connaissiez, par exemple, très bien la maison Bouygues. Comment est-ce qu'on fait? Nous, on a eu une spécificité. Un point important, c'est jusqu'en 2016, le principal actionnaire, c'était PAI. Donc, on avait un actionnaire de référence qui était en plus très solide. Et en 2016, PAI a décidé donc de faire évoluer l'actionnariat, c'est-à-dire notamment de vendre. Et nous, on a proposé de racheter, sauf qu'on n'avait pas les moyens. Donc, comment racheter? Ça consistait à mettre en bourse une partie de la société et puis garder, nous, ce qu'on pouvait se payer, quoi. Donc, dans un premier temps, on a pris 5%, puis on est monté à 10%. Maintenant, on a 15% du capital. Maintenant, c'est vous et les cadres principaux de l'entreprise? Tous les salariés. Il y a une structure qui s'appelle Artimus qui a à peu près 10-11% du capital. Là, on est 120. C'est ça? Sur 800 les cadres. Voilà. Et puis l'ensemble les 5% restants, c'est l'ensemble des collaborateurs. D'accord. Avec plusieurs outils qu'on a mis en place. C'est la distribution tous les ans. On distribue à peu près 100 000 actions tous les ans, ce qui est quand même beaucoup. On fait tous les 2 ans une augmentation de capital réservée aux collaborateurs. Et donc, avec ça, on maintient un taux d'actionnariat salarié assez élevé. Et puis, tout le reste est en bourse. Donc, il y avait déjà cette première caractéristique qui est quand même une caractéristique que sur nous. Voilà. Ce qui n'est pas forcément mauvais dans la vie. Voilà. Et donc, c'est vrai que ça nous amène à une certaine... ils sont entrepreneurs, c'est une entreprise familiale dans le mode de pensée, le mode de fonctionnement. Donc on est prudent, on se veut à la fois ambitieux, mais on est très exigeant. On sait renoncer à une opération si on pense que elle sera pas bonne. C'est peut-être aussi une des explications sur notre discrétion, parce que c'est des métiers, j'avais regardé, moi, alors vous avez plus d'histoire que moi dans le domaine, mais les grands noms de la promotion des années 80, il n'y a pratiquement pas de survivants. Et un gros défaut, c'est l'ego. Et il n'y a rien de pire que l'ego pour un dirigeant, surtout quand votre ego peut avoir un certain pouvoir sur le fonctionnement de l'entreprise. Et à force de s'afficher à vouloir être quelque chose, on finit par se laisser déborder par l'ego. Et c'est un métier, c'est très facile de gagner des opérations. Surtout quand on s'appelle Kaufmann & Broad, il suffit de payer beaucoup plus cher que tout le monde les terrains, de se faire plaisir en imaginant qu'on va vendre beaucoup plus cher les logements. Et puis comme il faut 2-3 ans avant de voir les dégâts, l'ego peut devenir très très dangereux dans ces métiers. Nous, on a essayé de se supprimer déjà ce premier facteur de risque. Et du coup, la discrétion, c'est utile. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien de Groupama Immobilier. On parlait de produits. Qu'est-ce qui fait aujourd'hui qu'on propose, soit en matière d'habitation, soit en matière de tertiaire, un bon produit à son client quand on est promoteur? Alors, le premier critère pour savoir si le produit est bon, c'est la rapidité avec laquelle vous allez le vendre. Il se trouve que nous, de ce point de vue-là, on a, alors ça s'exprime par le besoin en fonds de roulement, on a des taux d'écoulement qui sont 2 fois plus rapides que ceux du marché. Que la moyenne du marché. Tout à fait, puisque
Bon, le logement, la décision pour un client d'acheter un logement, c'est aussi un compromis. C'est-à-dire que malheureusement, si votre client, vous lui demandez de décrire son logement idéal, ou même vous, il sera toujours beaucoup plus grand que ce que vous avez aujourd'hui, beaucoup mieux placé et beaucoup plus clair. Et c'est pas celui que vous avez. Parce que malheureusement, il y a des contraintes économiques très fortes. Et donc, il faut s'assurer que dans ce que le client va décider d'acheter, il est le meilleur. Ça ne veut pas dire que c'est un meilleur absolu, c'est le meilleur dans le compromis auquel lui-même sera arrivé, à la fois en termes de finition, en termes de qualité, en termes de transparence, de suivi après-vente, etc. Et donc le temps moyen, ce que vous évoquiez, c'est combien de temps ? Quand le marché est là, on parle d'habitation, bien sûr. Oui, sur le logement, alors, ce qu'on appelle le taux d'écoulement, c'est vous prenez la totalité de votre offre commerciale à l'instant T et vous regardez combien de mois il vous faut pour la vendre. Le marché doit se situer à 10-12 mois, c'est-à-dire toute l'offre met à peu près 1 an pour se vendre. Nous, on est à 4 mois. Alors, c'est un autre avantage, c'est que on renouvelle en permanence notre offre. Et quand vous êtes dans des période d'ajustement fort, c'est-à-dire les taux d'intérêt qui changent, les coûts de construction qui changent, ça vous permet de mettre à jour et de vous adapter aux nouvelles conditions. Actuellement, quels sont les projets dont vous êtes les plus fiers dans cette maison, Kaufmann & Broad ? Alors, il y en a beaucoup. Alors, c'est encore des projets en devenir. Je suis très fier de ce qui est en train de se monter autour de l'aménagement. Pourquoi ? Parce que là, ça nous permet vraiment de construire ce en quoi on croit le plus, c'est-à-dire on construit vraiment des quartiers. Je pense à ce projet à Reims où on va implanter une école de commerce, on va implanter une école de design. Donc on va vraiment créer de la vie. On regarde comment on va faire vivre tout ça, comment on va faire adhérer ce quartier au reste de la ville. Donc ça, c'est des sujets passionnants. Et là, on a vraiment l'impression c'est un peu comme les infrastructures, de laisser quelque chose derrière nous. Après, il y a des très beaux projets. J'ai beaucoup aimé en architecture le projet qu'on a fait dans le 17e arrondissement, Émergence, qui est, je trouvais très élégant, très lumineux. Mais on a des très beaux projets en immobilier entreprise, celui sur lequel on travaille depuis nombreuses années, qui est la gare d'Austerlitz, qui est quand même ma gare historique en plus. Donc on en reparlera certainement de ce projet. On retourne à Juvisy-sur-Orge. Et donc il y a beaucoup de projets. Il y a des résidences gérées que je trouve passionnantes dans la manière dont c'est conçu, dont c'est abordé par nos exploitants. La liste est longue des. Quand on est promoteur, est-ce qu'on se passionne pour l'architecture ? Est-ce que c'est forcément obligatoire ? Je prétendrai pas être cultivé dans le domaine. Je suis sensible à ça, mais je me l'interdis un peu. Pourquoi ? Parce que l'architecture, pour moi, c'est un choix politique. On doit pas faire une architecture pour nous, mais c'est l'élu à la fin qui est responsable du visage entre guillemets de son. D'un choix qu'il aura fait, qu'il aura supporté, qu'il aura à défendre auprès de sa population. Et c'est vrai que parfois, je suis un peu énervé quand j'entends des critiques parce qu'on va voir des villes qui vont décider d'avoir une architecture très, très, très traditionnelle, très, alors on va dire, c'est du pastiche et autres. Néo quelque chose. Oui, mais c'est pas le sujet. Si les élus et la population veulent cette architecture et que, en respectant cette volonté, eh bien, on arrive à construire des logements qui, encore une fois, sont utilisés, etc., c'est très bien. Et puis, moi, je pense que l'architecture aujourd'hui, un de ces évolutions importantes à venir, je pense, c'est aussi la frugalité dans l'usage des matériaux. C'est-à-dire que on voit trop d'architecture avec des gestes inutiles. On revient à l'ego dont on parlait tout à l'heure, peut-être. Oui. Mais en même temps, nous sommes face à un geste que nous voyons non loin, qui est la Tour Eiffel, qui est un geste très clair. Et au fond, Paris ne s'en est pas si mal porté de ce geste. Oui, mais c'était un contexte donné. Bien sûr. Et puis d'un point de vue ingénierie, c'est au niveau quantité de matériaux, c'est optimisé du début à la fin. Donc,
Je dis pas qu'il faut pas faire de monuments, je dis pas qu'il faut pas faire de sculptures, je dis simplement que et là c'est pas un objet, c'est un objet qui n'a pas de fonction. Non. Mais quand on est sur mais il y a ce qui a prévalu au design, c'était une sobriété dans l'usage. C'est mathématiquement, physiquement, la forme de la Tour Eiffel, c'est ce que vous pouvez faire de mieux en optimisation en termes de contraintes. Et puis Eiffel, c'est un ingénieur. On revient aux ingénieurs. Alors, je sais que l'ego n'est pas votre spécialité, mais on pourrait peut-être dire en conclusion quelques mots sur vos passions, je ne sais pas, vos autres passions dans la vie que celle de l'immobilier strict. Est-ce que vous avez des passe-temps favoris, des passions? Oui, on va se disperser là. Mais non. J'aime beaucoup la plongée, la voile, ça c'est mes deux grandes passions. Oui. Je vous avais dit une fois que j'ai essayé, et je souffre beaucoup d'étudier les hiéroglyphes depuis 2 ans maintenant. Ça, on peut être champollion bis, mais c'est quand même du travail. C'est un gros travail, et puis c'est difficile. Voilà, donc ça fait partie des... Ça, c'est un peu un truc d'ingénieur, il me semble, Champollion, non? Les hiéroglyphes, parce que c'est quand même pas du gâteau. Hein non, mais il y a un tel mystère derrière cette écriture aussi ancienne. C'est ça qui vous fascine? Oui, une sorte de... s'approcher des premiers hommes du début, puisque de toute façon la fin on la voit pas, donc essayez au moins de revenir vers le début. Revenir vers le début. À l'époque où les constructions, cela dit, les pyramides sont encore là, ce qui nous prouve que on peut faire du durable, même si c'était un logement un peu spécialisé. Nordine Hachemi, un grand merci pour cette rencontre. Merci. Et à bientôt. Merci. Imoscopie, un podcast Imo Week avec le soutien de Groupama Immobilier.